Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les vols augmentent chez les commerçants. Selon la gendarmerie, la première motivation des cambrioleurs est de financer leur consommation de stupéfiants. 2 paquebots ont accosté hier et aujourd'hui à Papeete. À eux deux, ils ont transporté près de 2500 passagers et 1500 membres d'équipage. De quoi changer le visage de la capitale pendant quelques heures. Ce soir, on vous dit tout sur le rôle essentiel et même vital du centre de transfusion sanguine. Plaquettes, plasma, globules rouges, le don du sang n'aura plus de secret pour vous. Plus que 5 mois avant l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Te Ahupu'o, du 27 au 30 juillet, 24 surfeuses et 24 surfeurs s'affronteront pour la médaille d'or. Mais avant, au mois de mai, la Tahiti Pro sonne comme une véritable répétition générale. Serons-nous prêts? Nous poserons la question à la ministre des Sports, Nahia Matemarti, et notre invité ce soir. Et puis la dextérité et la finesse des artisans des Australes, paniers, nattes, chapeaux, colliers, tifeifei, un savoir-faire unique et à découvrir dans le hall de l'Assemblée jusqu'au 3 mars. Les cambriolages sont en nette augmentation dans les commerces, notamment à Fa'a'a, Puna'auia et Moorea. Ils mettent en péril l'équilibre financier des entreprises. Selon la gendarmerie, la principale motivation de ces voleurs est de financer leur consommation d'ice. On voit cela avec Lucille Guichet, Chiquita Teiva et Patrick Tinsing. La vidéo tourne depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. En quelques secondes, ces voleurs dévalisent un magasin de bricolage de Papeete. Ici, plus de 400 000 francs de butin dérobés dans une grande surface. Les cambriolages sont en nette augmentation dans les commerces, comme chez ce loueur de 2 roues. En un mois, il a subi une série de vols de scooters et de batteries pour un préjudice matériel estimé à 5 millions de francs. La majorité du temps, on retrouve les châssis, mais où il n'y a plus les faisceaux, où il n'y a plus partie des carénages, donc il va falloir qu'on remonte et qu'on recommande les pièces pour tous ces scooters-là. Et puis après, il y a toute la dégradation de service qu'il y a du fait qu'on ait fermé plusieurs zones et qu'on ferme la nuit. En zone gendarmerie, les communes de Fa'a'a, Puna'auia et Moorea sont particulièrement ciblées. 60% des cambrioleurs présumés arrêtés sont des mineurs et des consommateurs de stupéfiants. Cette hausse, elle s'explique principalement par des liens très forts avec les trafics de stupéfiants, puisque très régulièrement, lorsque l'on interpelle les mises en cause, ces derniers présentent comme motivation le fait qu'ils ont besoin de financer leur consommation, notamment leur consommation d'ice. Un cambrioleur sur 3 est identifié et arrêté. Les autres échappent au radar de la justice. À l'approche des Jeux Olympiques, le plan zéro délinquance est pourtant déployé sur l'ensemble du territoire. Il vise à sécuriser les zones et lutter contre la délinquance. 4,4 millions de kilomètres carrés, c'est la surface de notre zone économique exclusive, un bien précieux à protéger. L'État dresse un bilan positif de son action en mer pour l'année 2023. Le haut-commissaire a rappelé cet après-midi les 430 opérations de sauvetage et d'assistance du JRCC ou encore le millier d'heures de mer dédiées à la surveillance des activités de pêche illégale. L'année a aussi été marquée par le remorquage de la goélette Maristella 3 par le remorqueur de la Marine nationale. Les précisions du haut-commissaire Eric Spitz au micro de Théophane Télitois et Patrick Tinsing. Nous allons d'ailleurs renouveler nos moyens très fortement puisque le Guardian va être remplacé par 2 Falcon 50 et parce que le patrouilleur actuel va être remplacé par 2 autres patrouilleurs plus efficaces qui vont plus loin, qui peuvent faire voler des drones la nuit. Donc c'est un renforcement considérable de nos moyens. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'action de pêche illégale dans notre ZEE depuis une quinzaine d'années. Parmi les défis de l'État en 2024, la tenue des Jeux Olympiques ou encore l'organisation du séminaire des gardes-côtes du Pacifique à Papeete ou le lancement en juin de l'année de l'océan. Près de 2500 touristes sont arrivés à Tahiti en 2 jours, un chiffre qui s'explique par l'arrivée de 2 paquebots au quai de Papeete, le Crystal Serenity hier et le Costa Deliciosa ce matin. Dès leur arrivée, les touristes ont sillonné la capitale et ce pour le plus grand plaisir des commerçants. Reportage Heyar Itahiata et Heidi Yenko. Lunettes, casquettes ou chapeaux, les nouveaux arrivants ne passent pas inaperçus dans la capitale. Arrivés depuis hier sur les 2 paquebots Crystal Serenity et Costa Deliciosa, ils visitent pour la première fois le célèbre marché de Papeete. C'est magnifique ici. C'est très très joli. Toutes les choses et tout l'argent.
gentil. On est vraiment ravis de découvrir Tahiti. C'est très beau. Les gens sont très gentils, très amicaux. C'est comme on l'a rêvé. En une matinée, les touristes vont faire le tour des stands à la recherche des souvenirs les plus exotiques. C'est compliqué de choisir. J'ai envie de toutes les prendre tellement ces couronnes sont belles. Et ce soir, on a une fête sur le paquebot. Vous cherchez une perle en particulier ? Oui, et vous savez, c'est difficile de choisir entre toutes les tailles. Certaines sont trop grandes, d'autres trop petites, mais on a du temps devant nous. Au total, ils sont près de 2500 touristes à visiter le Whenua. Même si ce n'est que pour une seule journée, ils font le bonheur des commerçants. C'est une bonne chose parce qu'en ce moment, c'est une période calme, on va dire. Et c'est une bénédiction qu'ils viennent justement... Voilà. C'est qu'ils consomment. Voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent le plus? Des petits souvenirs comme le monoï, le produit face, le monoï. Ensuite, il y a la vanille, la perle. Voilà. Nous sommes très contents pour l'artisanat. Ce sont des bons clients? Oui, ce sont des bons clients. Oui, pas trop de manières, mais c'est surtout les Américains qui demandent à baisser un peu le prix. Mais sinon, la globalité, ça va. Très essentiel pour tout le monde, que ce soit dans notre domaine, dans tous les domaines. Hein? Et qu'il reste un peu plus longtemps et qu'on essaie d'ouvrir un peu plus longtemps aussi pour qu'on puisse bien vendre. Pour rappel, en 2023, le secteur du tourisme a généré plus de 85 milliards de francs et représenté près de 9% du PIB en Polynésie française. Si vous habitez la presqu'île, c'est le moment d'aller donner votre sang. Demain matin, une collecte est organisée à la mairie de Tarawa. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes complètement indépendants en la matière. C'est le centre de transfusion sanguine qui gère les collectes, le traitement et le stockage des poches de sang, immersion et présentation du CTS de Taoné avec Maruki Duri. C'est le dossier de la rédaction. Pas droit à l'erreur, hein. Émile, 52 ans, résident de la presqu'île de Tahiti, est au centre de transfusion sanguine pour au moins 1 heure. Ce geste, il l'effectue 4 fois par an, le maximum pour un donneur régulier. C'est mon papa qui m'a motivé parce que comme il a eu un certain âge, et quand il a eu un problème de je sais pas de quoi là, et j'ai vu que c'est grâce à un don de sang. C'est bien opéré établi, hein. Il a eu besoin de 2 ou 3 pochettes, quoi. Dans les veines d'Émile, un composant sanguin intéresse particulièrement le CTS, le plasma. Quand on vient donner son sang, ce qui nous intéresse, nous, au CTS, c'est de récupérer 3 produits. Le plasma, qui est là, les globules rouges, qui décomptent, sans machine, sans appareil, et entre, il y a une petite couleur rosée, c'est les plaquettes. Go, on y va Edith? Oui. 1, 2, on y va. En moyenne, au centre de transfusion sanguine, près d'une vingtaine de donneurs est reçu quotidiennement. Absolument chaque prélèvement fait l'objet d'une analyse en laboratoire. C'est la sécurité du don. La poche est ensuite validée et considérée comme propre à la consommation. Alors là, je viens de la piquer pour le don du sang et là, je fais les prélèvements des tubes qui vont être analysés ensuite, sur lesquels on va redéfinir le groupe sanguin et faire les sérologies. Donc tout ce qui est hépatite, HIV, syphilis. C'est les tests obligatoires qu'on fait à chaque don, en fait. Une poche de sang a une durée de vie de 42 jours, mais pour les éléments comme les plaquettes, c'est beaucoup plus court. Date de péremption 7 jours, donc il y a un turnover très important. Donc en permanence, il faut récolter des plaquettes, en produire pour satisfaire tous les besoins. Pour séparer les composants du sang et obtenir ce résultat, des machines spécifiques de plusieurs millions de francs sont utilisées. Le technicien en charge des opérations doit tout garder sous contrôle. En plaquettes, il ne faut pas que les plaquettes dorment, quoi, parce qu'ils risquent de s'agréger. Et avec ce système-là, en constant mouvement, les plaquettes elles se libèrent d'elles et elles sont libres dans le liquide, quoi. Et voilà, un des précieux sésames retiré ici au comptoir du CTS, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le CTS qui fournit l'ensemble des structures hospitalières du Whenua.
Nous avons mis en place, avec la direction de l'hôpital, la direction de la santé et le ministère, des dépôts de sang médicalisés dans les différentes structures hospitalières périphériques, les Marquises, Rayatea et Moorea. Le sang qui sauve des vies aux 4 coins de la Polynésie est donc prélevé ici, soit 6 000 poches par an. Pour cet altruisme, chaque donneur se voit offrir un repas. Derrière, c'est toute une chaîne hospitalière qui le remercie pour son geste. Et n'oubliez pas, demain, rendez-vous à la mairie de Tarawa pour donner votre sang entre 8h et 11h. 5 gendarmes blessés, dont un grièvement en Nouvelle-Calédonie. Le premier jour de visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, de sa ministre déléguée chargée des Outre-mer et du garde des Sceaux, s'est déroulé dans un climat de tension. Des militants indépendantistes entendaient protester contre le dégel du corps électoral, mais la mobilisation a tourné à la confrontation avec les forces de l'ordre. Éric Dufour et Nicolas Fasquelle. Le cortège avait quitté le Mwaka en début de matinée. Les militants ont trouvé 2 camions de transport de personnel qui leur barraient la route vers le gouvernement. Ils voulaient adresser un message au ministre de l'Intérieur, mais les forces de l'ordre avaient reçu pour consigne de les contenir sur la place des Cocotiers. Le dégel du corps électoral cristallise leur colère. Les 30-40 ans, le peuple kanak se révolte. Et aujourd'hui, on y est. Donc je pense que l'État devrait savoir écouter un peu nos décisions, parce que Jean-Marie disait à l'époque, nous sommes fatigués de toujours raconter la même histoire, notre histoire. Ben aujourd'hui, apparemment, nous sommes en train de recommencer à raconter cette histoire. Vers 11h30, les esprits s'échauffent et quelques-uns veulent en découdre. Les 2 camions sont la cible de jets de bouteilles d'eau, puis de quelques projectiles plus lourds comme des pierres. Certains responsables tentent de ramener le calme. Les forces de l'ordre se défendent avec des gaz lacrymogènes. La tension est montée d'un cran. Il règne une véritable confusion, mais l'affrontement redouté n'aura pas lieu. Puis les camions libèrent le passage. Lorsque Gérald Darmanin a quitté le gouvernement, le cortège veut reprendre sa progression. Les forces de l'ordre reculent progressivement. Les manifestants avancent à nouveau dans la rue Anatole France. Arrêt longue durée et prise de parole. Une délégation est reçue par Michael Forest. Une autre se rend au Haut-Commissariat pour transmettre les doléances écrites au ministre de l'Intérieur. Le message est très bien passé et je crois qu'ils ont pu regarder un peu tout le mouvement qui s'est organisé du début, ici de 8h jusqu'au gouvernement. On pense que pour nous, le message il est passé. Retour au Mwaka en fin de journée. La mise en garde promise par les militants de l'Union calédonienne a été largement relayée. Retour à Tahiti avec ce message, ma seule addiction, c'est le sport. Un beau message à l'attention de la jeunesse hier soir lors de la soirée des lauréats des trophées du sport. Une vingtaine de prix ont été décernés aux sportifs, mais aussi aux clubs, à des bénévoles et des entraîneurs. La meilleure athlète sportive est Hinatea Marere, championne d'apnée dynamique. Olgauer Maroué obtient le prix Handisport 2023. Le grand prix du public a été attribué à Tautua Dauphin en boxe. Et puis l'athlète sportif de l'année est le surfeur Mihi Manabrai. Écoutez sa réaction sur scène. D'abord, j'aimerais remercier Simone Boons et les trophées du sport et toutes les personnes qui ont été nommées, tous les athlètes. J'aimerais bien les féliciter parce que voilà, ici le sport à Tahiti c'est très important. Et pour revenir à l'année 2023, ça a été la plus belle année de ma vie. Ça fait 8 ans maintenant que j'évolue dans le circuit international, professionnel. Et il y a eu des hauts et des bas, ça a été très difficile pour moi. Et l'année dernière, ça a été la meilleure année de ma carrière pour le moment, avec beaucoup de bonnes performances à l'international. Bonsoir Nahima Temari, bienvenue. Vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci d'être avec nous. Vous étiez hier à la soirée des lauréats des trophées du sport. Les valeurs du sport ont été particulièrement bien défendues. Combattre les addictions par le sport, c'est aussi votre combat? Effectivement, c'est ce que je tiens comme discours. Le sport est un merveilleux outil de santé publique et de cohésion sociale. Et en fait, on se rend bien compte que qu'est-ce qui, au final, pourrait venir répandre, ou en tout cas combler ce que nos jeunes essayent de combler avec la consommation de stupéfiants, notamment, ça va être l'oisiveté.
tout simplement. Donc en fait, les occuper, les accompagner, les mettre dans des associations sportives, mais pas seulement, parce qu'on a aussi énormément d'associations de jeunesse et d'éducation populaire qui font autre chose que du sport, eh bien ça va être le grand combat de ces prochaines années. L'épreuve de surf des JO approche. C'est dans 5 mois maintenant, mais avant cela, il y a la Tahiti Pro du 22 au 31 mai. Ce sera un peu comme une répétition générale ? Effectivement, le fait que la Tahiti Pro soit positionnée à ces dates-là, à quelques mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques, ça va donner le temps. Ça va permettre notamment de tester les nouvelles infrastructures. On va parler de la passerelle qui sera livrée pour la Tahiti Pro au plus tard. On va parler également de la Tour des Juges. On va parler du parti du Domaine Rose. Ça va donner la température. Derrière, il faut aussi entendre que les Jeux Olympiques, c'est une autre façon de faire, une autre organisation. Qu'est-ce qui change précisément ? Je pense que c'est notamment toute la partie liée à la compétition, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les Jeux Olympiques organisent les Jeux et derrière les fédérations internationales viennent déployer tout l'aspect de compétition. Là, on va avoir 24 femmes et 24 hommes, donc 48 surfeurs, dont nos Tahitiens. Il faut savoir que les règles de sélection de ces surfeurs ne sont pas les mêmes que pour la WSL. Donc, ils ont pu participer grâce à d'autres surfeurs locaux qui en ont fait leur métier à des training camps, mais on reste sur Teahupo'o, on entend une forte houle, on va notamment avoir besoin de tester les différents dispositifs de sûreté et de sécurité, et donc ce sera la parfaite occasion. Avant l'épreuve des JO à proprement parler, en juillet, il y a l'arrivée de la flamme mi-juin. Ça aussi, c'est un enjeu pour vous. Effectivement, c'est un enjeu parce qu'en fait, on va, au travers du relais de la flamme, dans un premier temps, valoriser toutes les personnes qui ont œuvré dans les différentes communes qui vont participer à cette flamme. Il est question que Teahupo'o puisse, avec Teahupo'o, on puisse avoir une cérémonie traditionnelle pour imprégner cette flamme de notre mana. Et puis, on va tout simplement permettre à plus de 120 Polynésiens d'avoir cette chance unique dans une vie de pouvoir porter la flamme. Donc effectivement, c'est un enjeu, les caméras seront braquées sur nous. Un moment fort en perspective. Alors évidemment, le pays doit se focaliser sur les JO, mais il y a aussi l'organisation des Jeux 2027 à la maison. Vous budgétez déjà les constructions ou rénovations des équipements en vue de cet événement ? C'est le cas. Donc en fait, ça a été déjà fait dans le budget primitif 2024. Donc on a une partie notamment concernant toute la réhabilitation des infrastructures sportives. L'axe qui est choisi aujourd'hui, c'est la rénovation et la réhabilitation des infrastructures territoriales, mais aussi celle des clubs bâtisseurs, puisque je le dis également sur les JO, l'héritage, c'est important. Qu'est-ce que ces grandes manifestations vont pouvoir laisser à notre territoire, à nos sportifs, à notre jeunesse ? Et donc, en fait, on fait ce choix de réhabiliter, de rénover et de mettre aux normes internationales. Merci beaucoup, Nahima Temari, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru. Les établissements hôteliers s'impliquent dans la défense de l'environnement et la cause animale. L'hôtel Temoana a mis en place un système d'éco-contribution auprès de ses clients, ce qui a permis aujourd'hui de remettre des chèques à plusieurs associations d'un montant total d'1 643 000 francs. Le directeur commercial de l'hôtel explique sa démarche au micro de Mirko Vanfo. C'est un projet qui a débuté il y a 1 an, qui était un vœu de l'hôtel de pouvoir aider des associations sur des projets et des causes qui nous tiennent à cœur. Et voilà, le temps de mettre en place, on a réussi à le lancer en octobre dernier. Donc là, on est heureux de faire la première remise de chèques par rapport aux récoltes de cette éco-contribution sur 3 mois. Les financements vont nous permettre de continuer notre projet qu'on a sur le corail, sur Punoria. Donc c'est pour permettre de payer, nous on le fait bénévolement, mais pour aller plus loin, du coup c'est pour payer les biologistes qui vont pouvoir analyser et faire des rapports sur les résultats qu'on a. Pour terminer cette édition, place à la créativité des artisans des Australes. Depuis lundi, ils sont installés dans le hall de l'Assemblée. Chapeaux, paniers, nattes, bijoux, tifeifei. Ces produits uniques des toits à paix sont très attendus par les visiteurs. Juan Pauturu et Mirko Vanfo. C'est un des produits phares du salon, ce chapeau traditionnel tressé à la main avec du niau blanc, une spécialité des Australes qui fait mouche dès les premiers jours.
Ceux-là, là, en fibre de coco, il me semble, ouais, ils sont super beaux. J'y réfléchis, je fais le tour, là, j'ai pas fini le tour, mais en tout cas, ici, le stand fait mouche quand même. Je viens pour une cliente, donc, mais bon, non, ils sont beaux. C'est des chapeaux en nid à houblon, ils sont magnifiques. Que pour une femme? Non, c'est homme et femme. Enfin, il y en a un des deux qui fait plus homme, enfin, oui, ça peut faire homme. Pour certains exposants, c'est déjà le succès garanti. La demande est forte. On redouble d'efforts pour satisfaire la clientèle féminine et masculine aussi. Tous les chapeaux blancs, elles adorent ça. Les femmes, surtout les femmes qui sont coquettes, quoi. Et les hommes? Les hommes aussi, les hommes. Elles aiment venir voir aussi des chapeaux. J'ai l'impression que c'est à la mode aussi maintenant. Hein. Hier, ce sont les papas qui sont venus. Ils ont vu directement le chapeau et ils ont essayé. Puis... T'es surpris? C'est une surprise, ouais, une surprise pour moi, ouais. Et je suis contente. Mais voilà. Et dans cette euphorie commerciale, certains jeunes essayent de tirer leur épingle du jeu, comme Tekwari, producteur et préparateur de vanille. On a l'huile d'olive infusée à la vanille. Bon, après nous, cette année, on vient de sortir du café, mais ce sont des produits qui sont déjà connus dans le marché. L'exposition est ouverte jusqu'au 3 mars prochain. N'hésitez pas à vous y rendre. Des ateliers de confection de chapeaux, de paniers, d'éventails sont au programme. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur le tressage traditionnel des Australes. Et nous retiendrons cette information principale. Les cambriolages sont en nette augmentation dans les commerces, notamment à Fa'a, Punaouia et Moorea. Selon la gendarmerie, la principale motivation des voleurs est de financer leur consommation d'ice. Un voleur sur 3 est arrêté et identifié. 60% des mises en cause sont des mineurs. Sur la première, après ce journal, ne manquez pas notre soirée documentaire avec Patitifa tout d'abord, où il sera question de justice foraine, Polynésie des îles sans tribunal fixe. Puis vous pourrez voir France, le plus beau décor de cinéma. En radio, demain matin, l'invité café sera la syndicaliste de l'hôpital Mireille Duval. Il sera question du budget de l'hôpital. À la une de Tahiti Info demain, une fédération des producteurs de vanille française se prépare. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 février. Rendez-vous demain à midi et à 19h. Passez une excellente soirée sur nos antennes radio, télé et Internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet